À 20 000 kilomètres du centre de l'Europe, à 24 heures d'avion, un jeune pays immense pousse depuis 2 siècles et vit depuis 40 000 ans. Afrique du Sud du Pacifique, Nouvel Eldorado, dernière frontière, continent de demain, l'Australie en tout cas fait rêver et se découvre encore à travers une aventure de conquête de la plus grande île du monde. Sydney est la première étape et le premier contact avec une ville regardant tout droit l'an 2000, qu'elle fêtera avec des Jeux Olympiques qu'elle veut high-tech et environnementaliste. Alors que de notre côté, une incontournable soif de curiosité nous fait franchir certains interdits pour partir à la rencontre d'une spontanéité prise par surprise. On y va. La ville, c'est d'abord un centre aux buildings à l'américaine, qui ne font pas oublier que Sydney est né au bord de l'eau, en imaginant un mode de vie lié aux 240 km que parcourent ces voies fluviales, qui font qu'à Sydney, on prend le bateau, ferry ou taxi, comme ailleurs on prend le bus ou le métro. Plusieurs compagnies proposent même des transports à la carte. À partir du moment où quelqu'un veut utiliser un taxi et que l'endroit est accessible du rivage, on y va et on l'emmène où il veut aller. Alors soit nous prenons les clients directement sur le quai, soit ils nous appellent, ou bien simplement ils nous font signe, comme on fait signe à un taxi en ville. Aucun problème. Le taxi est utilisé aussi bien par des employés de bureau que par des retraités ou par des gens qui habitent en bord de mer. C'est relativement bon marché. Les prix avoisinent ceux des taxis en ville. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de bouchon. La pollution existe bien sûr, mais elle n'a rien à voir avec l'oxyde de carbone que vous respirez sur les périphériques. Et puis Sydney est un port immense et offre de grandes facilités pour circuler en bateau. Pour moi, mon boulot est super. Je suis né et j'ai grandi au bord de l'eau. C'est fantastique d'être ici et de savoir que je travaille dans un endroit pareil. Protégée du vent et des vagues, la rade de Sydney sert aussi de protection naturelle aux hydravions et aujourd'hui encore, une ligne aérienne régulière dessert Rose Bay. Du lundi au vendredi, l'hydravion est un transport en commun. Ici, nous sommes en plein centre de Sydney et nous volons à horaires réguliers vers Newcastle, à environ 150 km au nord. Là, nous déposons les passagers tout près du centre. Qui sont les clients en général? Beaucoup de juristes, d'avocats. Il y a un tribunal important à Newcastle. Il m'arrive même quelquefois d'avoir 5 avocats dans l'avion. Alors je me dis, mon Dieu, il ne faut pas qu'il y ait un problème aujourd'hui, autrement je risquerais d'avoir des démêlés avec la justice jusqu'à la fin de mes jours. Même si certains dossiers urgents semblent ne pas pouvoir attendre, la curiosité demeure intacte pour un pilote toujours sous le charme. Ça fait 5 ans que je vole dans la région, nous dit John, et j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Chaque jour est différent et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. En quittant Sydney, c'est le départ en solitaire qui commence. Roulant à gauche avec un volant à droite, sur 1000 km, les highways nous font traverser la partie la plus habitée du pays pour passer de l'état des Nouvelles-Galles du Sud à celui du Victoria, complètement au sud de l'île. Sur une route devenue soudain glissante, un comité d'accueil nous salue à sa manière, n'entamant en rien un optimisme qui débouche sur des mordus de hot roads plongés au cœur de leur rêve automobile. C'est peut-être la chose la plus importante de ma vie. Ma femme aime la voiture, elle s'en sert pour emmener les enfants à l'école. Tout le monde l'adore, les gens viennent nous voir pour nous dire qu'ils la trouvent super, ça leur rappelle peut-être une autre époque.
Venu des États-Unis il y a une vingtaine d'années, le hot rod est aussi l'expression d'une liberté partagée par quelques milliers d'Australiens qui consacrent leur temps, leur argent et leur imagination à se fabriquer leur propre mode de vie. Hot rods, modified original body. Ce sont des carrosseries modifiées de véhicules fabriqués dans les années 20, 30 jusqu'en 48. Toutes les voitures ont un châssis d'origine. Les gens aiment la différence. Ils se rendent compte aussi du travail, car il y a des années de boulot, des années de salaire et de privation. Les gens s'en aperçoivent. C'est au fond une forme de réminiscence. Melbourne, 3 millions d'habitants et éternel rival de Sydney, est le plus ancien carrefour ethnique du pays. La moitié de la population est d'origine italienne, yougoslave et grecque, ce qui fait de Melbourne la deuxième ville grecque du monde après un Athènes qui possède cette fois-ci des racines anglo-saxonnes. Aux portes de la ville, en roulant vers le sud, de grands pâturages s'étendent à perte de vue, à 2 pas de l'océan Pacifique. Une campagne qui, sur des milliers de kilomètres de côtes sauvages, offre à l'Australie une multitude de plages et de spots de surf où est né le plus célèbre des sports australiens. Nous suivons maintenant les routes de terre qui cheminent vers l'Australie du Sud. Les collines deviennent presque méditerranéennes. Et au-dessus d'Adélaïde, à l'écart dans son sanctuaire, un ancien professeur de mathématiques consacre aujourd'hui sa vie à protéger les espèces animales et végétales en danger. John Walmsley, sur 30 hectares, a bâti une arche de Noé, Warrawong, mémoire de l'Australie authentique. À l'origine, l'idée du sanctuaire de Warrawong était de faire la preuve que nous pouvions sauver notre vie animale. Je suis venu ici il y a 25 ans. Quand j'étais jeune, j'avais la chance de vivre au nord de Sydney, avant l'arrivée des renards et des chats. À cette époque, il y avait d'extraordinaires petites espèces qui vivaient là-bas. Et puis à l'âge de 11 ans, les premiers renards et les premiers chats sont arrivés. Et 3 ans plus tard, il ne restait plus aucun animal dans ma campagne. Préserver les espèces en danger, c'est devenu le but de ma vie. Alors ça, c'est un kangourou ? Oui, c'est un potourou. Le potourou est l'espèce la plus ancienne du kangourou. C'est un vrai kangourou, c'est le même que celui que l'on trouvait il y a 10 millions d'années. Tous les kangourous avaient cette taille. Ça donne une idée de leur évolution. La plupart des espèces qui vivent ici ont toutes disparu d'Australie du Sud. L'Australie était l'un des rares endroits du monde qui a évolué sans renards et sans chats. Et puis les renards et les chats ont été introduits en Australie et ils ont littéralement dévasté notre vie animale.
Cette clôture, c'est la chose la plus importante de Warrawong. Elle fait 2 km de long. C'est la première clôture efficace construite en Australie contre les renards et les chats. Ici, tous ces petits animaux peuvent vivre en paix. Je crois sérieusement que dans 20 ou 30 ans, le seul endroit où il sera possible de voir la faune australienne, ce sera dans ces sanctuaires. Mais il faudra payer pour ça. John Walmsley regorge de projets. L'expérience de Warrawong est en train de se multiplier à travers toute l'Australie du Sud. D'immenses morceaux de nature se retrouvent aujourd'hui protégés contre les agressions extérieures. Des parts sont vendues à des actionnaires qui touchent un dividende sur l'exploitation publique du sanctuaire. Aujourd'hui en Australie, la sauvegarde de l'environnement, c'est aussi un investissement financier d'avenir. Dès l'arrivée à Adélaïde, notre rêve est de rouler sur le circuit automobile. Et même si notre voyage ne fait que commencer, nous voulons prendre le risque d'accélérer. Sensibles à notre passage, les organisateurs du Grand Prix nous ouvrent leur grille et pendant quelques heures, nous faisons le spectacle sans spectateurs, dans notre mini-rencontre où des petites jouent dans la cour des grandes. Adélaïde, une fois l'an pour son Grand Prix, se réveille en kermesse pour retrouver le reste de l'année son rythme calme et tranquille de grande ville de province d'1 million d'habitants, qui la première en Australie imagine la native cuisine à base de pêche, de chasse et de tradition, aborigène bien sûr. Ici, tout vient du bush, rien n'est cultivé. Ce que vous mangez est un don du ciel préparé de main de maître. Tout a commencé il y a quelques années. C'est en travaillant comme chef en Europe où j'ai vu tellement de cuisine régionale et nationale que j'ai réalisé que nous n'avions pas de cuisine typiquement australienne. Alors, quand je suis revenu ici, j'ai eu l'idée de créer une cuisine australienne authentique. C'est une fusion entre l'art de la cuisine et les produits aborigènes traditionnels. Ce qui veut dire que tout ici est naturel, rien n'a été génétiquement transformé par l'homme. On utilise les fruits tels qu'ils poussaient il y a 40 000 ans, ce qui est très excitant lorsqu'on est chef. Ici, on a de la viande de kangourou, des meux, du wallaby. Toutes ces viandes proviennent d'élevage, mais également d'animaux sauvages qui risqueraient de menacer l'équilibre naturel du pays. En remontant vers le nord, la vigne fait son apparition pour rappeler que l'Australie est devenue aujourd'hui le 4e producteur de vin au monde. Chez nous, en Australie, la viticulture est une vieille tradition. La plupart des Européens s'imaginent que le vin australien est tout nouveau. Depuis 1847, nous faisons du vin. Et d'ailleurs, le vin du domaine vient de vignobles plantés il y a 140 ans. Nous avons donc une vraie tradition qui n'est pas née d'hier. La route devient piste en s'enfonçant vers le centre et le vide s'installe dans le désert. À 500 km de l'océan, perdu au milieu du pays des lacs salés, isolé à des centaines de kilomètres de tout lieu habité, une ferme, Mullorina,
et le destin d'un homme, Malcolm Mitchell, se croisent. How are you? Yeah. Nice meeting you. You live in a great place, huh? On est ici dans l'endroit habité le plus sec au monde, mais on a appris à apprivoiser ce désert pour qu'il puisse nous faire vivre. Mon grand-père s'est installé ici, mes parents ont vécu ici et moi je suis ici. Et mes enfants devraient prendre la suite. Je suis né ici, je suis allé à l'école ici, j'ai toujours travaillé ici. On a une clôture contre les dingos, les chiens sauvages qui menacent la propriété. On élève le bétail à l'intérieur de cette clôture. Un temps de travail devant moi, alors je n'ai jamais le temps de penser à me sentir seul. Les courses de chameaux sont très populaires dans l'Outback, l'arrière-pays australien, où comme chaque année, les chameaux du bush, qui pour la plupart vivent à l'état sauvage, accueillent leurs jockeys chameliers, qui avec ou sans expérience, ont confiance en leur monture. Ah oui, je cherche seulement à me tenir. Je laisse le chameau mener les opérations. Alors si j'arrive, c'est le chameau qui fait le reste. Premier endroit où j'ai fait du chameau, c'est en Algérie, dans le Sahara. Dans un endroit qui s'appelle Boussala, vous connaissez ? Les Australiens de l'intérieur fréquentent peu ceux des villes. Colosse aux francs-parler et aux attitudes typiquement masculines, l'homme de l'Outback cultive sa différence. Après le lac Salé, qui fut le théâtre des exploits de Donald Campbell, ancien recordman du monde de vitesse sur Terre à plus de 650 km à l'heure au volant de son Bluebird en 65, place maintenant à la piste. L'itinéraire d'origine, prévu en France, à partir de cartes routières très précises, prévoit de traverser l'Australie par le centre, à travers une piste que l'on appelle l'Oodnadatta Track, carrossable par temps sec. Sur place, nos amis australiens nous déconseillent pourtant ce tracé en raison de la trop petite taille du véhicule et de l'isolement géographique des pistes. Mais paré de sa plaque en aluminium protégeant son carter moteur et muni de 2 pneus de piste à l'avant, la Twingo avance sur sa nouvelle surface où sa légèreté fait merveille. Les kilomètres défilent dans un décor grandiose et l'Australie ressemble ici à un univers inhabité où des dépressions en dessous du niveau de la mer succèdent à des lacs d'argile sèche et des déserts minéraux. L'éolienne qui pompe l'eau d'une nappe phréatique signale une présence humaine, toutefois invisible.
il y a 4 jours, nous étions à Sydney, Williams Creek et ses 2 habitants, et le carrefour des aventuriers du désert. Alors racontez-nous votre histoire. Vous l'avez depuis longtemps, votre voiture? On l'a depuis 2 jours, on l'a acheté à Adélaïde pour remonter vers le nord, vers Darwin. Vous l'avez payé combien? $350. Et alors comme ça, vous dormez dans la voiture tous les jours? Oui, on voyage de jour et on dort dans l'auto la nuit, au bord de la route. Vous êtes d'où? D'Angleterre, du nord. Et ça vous plaît, l'Australie? L'Australie, ouais, c'est super, un endroit étonnant, des paysages extraordinaires, les gens sont sympas, tellement de choses à voir et puis il fait plus chaud qu'en Angleterre. Il pleut toujours là-bas. Si les jeunes globetrotters britanniques se sont fixés de traverser l'Australie du Sud au nord sur une distance de 4000 km, notre objectif est de parcourir 25 000 km autour du continent. Alors dès que la route le permet, les étapes deviennent plus longues et plus rapides. Comme le Painted Desert est une piste totalement libre et roulante, nous profitons des bonnes conditions pour abattre le kilomètre et tester la citadine qui, à l'occasion, se transforme en chambre à coucher. Le centre de l'Australie se rapproche, et comme dans un champ de légende, Ayers Rock, après des centaines de kilomètres de platitude extrême, se dresse soudain comme un géant de pierre. Les mythes aborigènes parlent d'êtres totémiques qui, en chantant le nom de tout ce qu'ils avaient croisé en chemin, avaient fait venir le monde à l'existence. Ayers Rock est né de leur chant. Quand je suis né, il y a longtemps, je ne sais vraiment pas quand, à l'époque, personne ne nous disait notre date de naissance. La culture existait vraiment. Elle a failli disparaître, mais elle reviendra. Nos cérémonies survivront. Les anciens les transmettront. Mais on ne perdra pas les traces de nos cérémonies. On ne représente plus qu'1% de la population dans tout le pays. Nous n'avons jamais refusé la présence des non-aborigènes dans notre pays. Nous les accueillons et d'ailleurs, ma relation avec ma femme en est l'exemple. Mais nous voulons que les cultures soient perçues sur un plan d'égalité et que le respect existe et s'instaure. Je viens en Australie depuis 1979. J'ai commencé dans le désert, où j'ai été initiée par un groupe de femmes aborigènes, les Walpiri, et ça a été la plus grande révélation de ma vie. Et j'ai vraiment eu le sentiment de découvrir quelque chose de très très profond en moi, et que ça allait déterminer toute ma vie. Mais il a fallu presque 15 ans avant que je rencontre qui allait véritablement déterminer ma vie, et c'est Wayne. 1967, c'est à ce moment-là seulement que je suis devenu un citoyen de ce pays. Avant cela, j'étais quelque chose d'autre. Je n'étais pas reconnu. Ma mère n'était pas reconnue. Il y avait plus de 200 langues en Australie. Aujourd'hui, il en reste moins de la moitié. Et pour certaines, il y a seulement une personne ou deux qui les parlent. Donc, essayez d'expliquer aux survivants
de ce peuple-là, qui ne représente plus que 1% de la population australienne, qu'est-ce que c'est que de se maintenir comme aborigène et qu'est-ce que c'est que l'aboriginalité. Après Ayers Rock et les Olgas, la route en traversant l'Australie centrale vers le sud-ouest laisse bientôt derrière elle le bitume pour 1200 km de latérite et d'oubli sur les terres des communautés aborigènes de Warburton et de Warracoorna qui toutes réagissent à la civilisation matérielle en rejetant des carcasses de fer qui souillent leur monde. Pourquoi vous avez ces grilles de protection? Pour pas que les gens puissent prendre de l'essence des pompes. Pour pas qu'on sniffe de l'essence. Ça arrive souvent ici? Non, pas trop ici. C'est pas un problème majeur en coin. Mais ça l'est dans certains endroits. Vous vivez ici depuis longtemps? À peu près 3 mois. C'est comment? Très bien. Bon climat, des gens sympas, intéressant. What? The little car? Yes. The little car? Yeah, yes. I take it from my son. See you. Handbrake. « 14 fois la France en superficie. L'Australie est immense pour ses 18 millions d'habitants. Mais dans les terres du centre, l'espace semble véritablement infini. » « 570 km entre 2 stations-service, un isolement extrême, et pourtant jamais la monotonie ne s'installe dans ce bush qui sans cesse change de couleur en suivant la lumière du jour. Après la longue piste rouge, l'océan Pacifique apparaît à nouveau, 8000 km après notre départ. Le nom du lieu, Espérance, évoque une découverte et une expédition maritime venue de France, il y a 2 siècles, qui a laissé sa trace dans la mémoire d'une baie d'Australie. L'État que nous traversons, le Western Australia, l'Australie occidentale, est le plus grand, le plus magique. 4 fois la France pour 1,5 million d'habitants. Des climats qui changent et tout près des 2 océans qui se rencontrent ici, l'Indien et le Pacifique, des arbres géants, une variété d'eucalyptus, le Kari, qui peut atteindre 70 mètres de hauteur. C'est l'Australie des forêts et celle des rencontres. C'est une place qui prospère, tu vois. Il y a beaucoup ici. Il y a beaucoup de terre, il y a le désert. Et oui, c'est un bon pays. C'est petit, mais c'est large, si tu me comprends. Toi, ici, oui. La France, oui. C'est quoi? La France, c'est le pays de mon père. C'est le pays de Napoléon. C'est le pays de Toulouse-Lautrec. Tu vois, c'est la culture. Ici, il n'y a pas autant de culture, tu vois. Les hommes, ils
ils sont les hommes, tu vois, et ils se grattent les balls. Hein, mais oui, this place is rugged, si tu me comprends. La France, c'est raffiné, tu vois. That's my interpretation anyway. Rutilante, la 4 chevaux 55 maintient la tradition de Renault en Australie. Dans les années 70, Renault avait une usine d'assemblage de R12 et de R16 ici en Australie. Au total, ce sont à peu près 10 à 12 000 véhicules qui étaient fabriqués chaque année. Et puis, malheureusement, l'usine a fermé. Pour mes 40 ans, ma femme m'a offert un cadeau très spécial. Un cadeau qui m'a beaucoup touché. Elle m'a offert un cœur en cristal avec incrusté le logo du losange. Comme Renault était dans mon cœur, elle en a fait faire un pour moi. Après la nostalgie de Perth, la route remonte maintenant vers le nord. Et plus que jamais, les road trains font partie du paysage. Pourtant, depuis notre traversée de l'Outback, un spectacle n'a cessé de frapper notre imagination. Par centaines, des kangourous se laissent faucher sans réagir, prenant, paraît-il, un étrange plaisir à réchauffer leurs pattes sur le bitume brûlant de la fin du jour. L'hécatombe est telle que les services de la voirie australienne emploient de véritables déblayeurs de kangourous. Je travaille sur les grandes routes. Je suis fonctionnaire. Je m'occupe d'équipes de maintenance et on enlève les kangourous. Ça ne me pose pas de problème. C'est un bon job. Il y a beaucoup de kangourous tués sur ces routes? Sur cette route, oui, jusqu'à Williams Creek. Ce sont surtout les camions qui leur roulent dessus. Pratiquement en bord d'océan Indien, ce sont maintenant des menhirs de calcaire qui sculptent le paysage. C'est le désert des pénitents. Formés il y a 40 000 ans, autour de plantes qui poussaient dans les dunes, ces alignements trompèrent les premiers explorateurs qui crurent qu'il s'agissait de ruines d'une cité disparue. Merveille de l'Australie, à plusieurs centaines de kilomètres de tout autre lieu habité, Mont Kenya est le rendez-vous de dauphins, à la fois libres et apprivoisés. On connaît les noms d'une vingtaine ou d'une trentaine de dauphins. On les repère même du bateau. On connaît leurs noms grâce à leur dorsale. Chaque dorsale est différente. Elles ont des marques spécifiques. Les dorsales, c'est un peu comme nos empreintes. C'est comme ça qu'on peut reconnaître individuellement chaque dauphin. L'histoire remonte aux années 60, depuis qu'un couple, campant sur cette plage autrefois déserte, remarqua la visite des dauphins. Depuis, les joyeux mammifères marins reviennent tous les jours, seuls ou en groupe, souvent le matin, pour échanger avec les humains une tendresse commune, tout en gardant leur liberté. En quittant l'océan Indien, le massif des Pilbara se dresse maintenant à l'horizon. Intrigués par la couleur de la pierre, nous roulons plein ouest, remontant un filon de lumière qui débouche quelques heures plus tard sur la compagnie Hamersley Iron, l'une des plus grandes exploitations de minerais de fer au monde.
Comment on a découvert la mine? Elle a été découverte par Lord Hancock, qui, en volant au-dessus de cet endroit, s'est aperçu du changement de végétation à cause de la présence de minéraux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste atterri et a découvert le gisement. Et c'est à lui maintenant? Non, il perçoit des royalties sur le nombre de tonnes exploitées, à un pourcentage. C'est un minerai de bonne qualité? C'est probablement le minerai à la plus grande teneur en fer au monde. Et où est-ce que vous vendez le minerai? Dans le monde entier. « 50 millions de tonnes exploitées chaque année, qui transitent vers la mer par le plus long train du monde. 226 wagons, 2 km 400 de longueur, 25 000 tonnes par voyage chargées en moins d'1 heure et transportées vers l'océan Indien sur une double voie de 400 km de rail. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après les camions géants de 12 mètres de hauteur, le gigantisme des mines nous plonge dans la démesure australienne. Et sur cette route privée, où à nouveau les autorités locales acceptent notre passage. Dès son arrivée au port de Dampier, le minerai de fer est presque immédiatement embarqué sur des minéraliers qui partent pour Singapour, Rotterdam ou Yokohama. Le cycle ne s'arrête jamais. Mais l'Australie pourtant se contente de livrer la matière première, elle ne la transforme pas. Les montagnes de sel dressent leurs pyramides vers le ciel et sans jamais fondre au soleil, attendent simplement le départ du prochain cargo. Si en remontant vers les Kimberley, les noms de la côte, une fois de plus, furent pour la plupart donnés par des navigateurs français, la terre, elle, est aborigène. Et le sport gaélique, c'est le football australien. Aussie Rules, littéralement les règles australiennes. 18 joueurs dans chaque camp, sur un terrain ovale, comme le ballon, qui se déplace sans cesse pendant 80 minutes. Dans le Nord, même en demi-finale de la Coupe de Kimberley, la plupart des joueurs sont pieds nus, dans un jeu où toutes les règles sont permises. Ça a l'air plus dur que n'importe quel autre sport. C'est le plus physique, on ne sait jamais d'où vient le joueur. Ce n'est pas comme au rugby. Ici, ils viennent tous sur vous. Alors les qualités pour un bon joueur de football, c'est quoi? Forme physique, être un peu doué, c'est le principal. Pas se poser de questions. Le dimanche, on a beaucoup de spectateurs. Ils viennent nous encourager. Alors si vous arrivez en finale, il va y avoir encore plus de monde? Oui, on aura toute la communauté qui viendra. Combien de personnes à peu près? À peu près 200 pour l'une et 400 pour l'autre. Ça fait 600 personnes. Nos deux communautés sont ensemble pour former une seule équipe. La violence du jeu du football australien n'exclut en rien le fair-play et l'amitié entre joueurs, car contrairement aux apparences, Aussie Rules reste pacifique. C'est d'ailleurs le sport numéro 1 en Australie, qui, dans cette région lointaine des Kimberley, se couvre de baobabs sur des centaines de milliers de kilomètres carrés.
En suivant la Gibb River Road, que l'on surnomme ici la route du bœuf, en plein massif montagneux presque totalement isolé du reste du pays, la piste n'en finit pas de croiser des cattle stations, ces fermes à bétail de plusieurs centaines de milliers d'hectares qui quadrillent tout le nord du pays. En entrant dans la station de Mount House, rien ne laisse imaginer le spectacle qui nous attend. Une chasse géante, où tous les moyens sont bons pour que les stockmen ramènent le bétail égaré dans l'enclos. C'est ce que l'on appelle le mustering. Le mustering a lieu plusieurs fois par an. Après chaque rassemblement, les bêtes sont parquées, puis envoyées ensuite sur la côte pour prendre le chemin de l'Indonésie ou du Pakistan, où la viande sera exportée au prix de 4 francs le kilo. Brutal, le mustering est le moment fort de la saison du stockman, qui ici dans les Kimberley revit l'aventure des premiers pionniers de l'Australie. Le mustering terminé, le propriétaire rentre à la station, à une centaine de kilomètres au sud, en utilisant son avion, comme chaque fois qu'il se déplace sur sa ferme, aussi vaste que la Corse. Les stockmen vivent presque tous au Mount House, mais lors des périodes de mustering, qui durent plusieurs jours, ils campent en pleine nature, dans un environnement où termites et termitières géantes sculptent le paysage. Le retour à la station du Mount House se fait au moment où le postier volant effectue sa tournée bimensuelle pour à la fois ramasser et délivrer le courrier, les journaux ou les médicaments, tout en maintenant le lien entre la station et le reste du monde. L'Australie possède d'ailleurs un système de communication, un système de santé et d'éducation qui permet à tout le monde, où qu'il soit, de bénéficier des mêmes droits et des mêmes avantages. On peut facilement imaginer le coût d'un tel effort lorsqu'on connaît la taille du pays. En traversant le pays vers l'ouest, une adresse donnée par un ami de Sydney nous conduit vers Halls Creek, où, installé ici depuis 10 ans, un Français, Bill, cherche de l'or et raconte aussi l'histoire d'une ville fantôme. Nous nous trouvons au centre de la vieille ville de Halls Creek. Alors c'est là que tout s'est passé. Ici actuellement c'était la vieille poste. Ici on achetait l'or, on le vendait. Tout le business de la ville se passait dans ce bâtiment qui constitue actuellement de vieilles de briques faites de termitières mélangées avec de l'eau. Et il y avait tout autour de ce vieux bâtiment des milliers de tentes, des petites guérites, vraiment de canvas de très mauvaise qualité. Et les prospecteurs vivaient vraiment dans des conditions atroces. Je cherche de l'or, c'est un choix qui est compatible avec mon caractère, c'est-à-dire être en contact avec la nature.
La pépite d'or, généralement, en Australie, est pratiquement pure. Elle fait 22 à 23 carats, qui est absolument incroyable. Donc elle a cette couleur absolument chaude, et c'est vraiment un produit de la nature, c'est-à-dire qu'elle n'est pas polluée. 16 000 ou 17 000 kilomètres au compteur. En rejoignant le bitume du Queensland, la Twingo est toujours intacte. Et s'offre même le luxe de rencontrer ses grands frères, les Mac, avec lesquels elle ne fait pas de complexe de taille. Après avoir parcouru les champs de canne et retrouvé les essences tropicales, après avoir dernière grande ville avant la remontée vers le Far North, Cairns est l'ultime contrôle avant de prendre la décision d'y aller ou de renoncer en écoutant les mises en garde des spécialistes d'un garage tout-terrain. Ce véhicule, je ne l'emmènerai pas au Cap York. La garde au sol est trop réduite et vous auriez beaucoup de problèmes sur la piste. Votre voiture, elle est à la fois beaucoup trop petite et elle paraît pas assez solide. Ça sera impossible à piloter dans des conditions extrêmes. Alors vous pensez que c'est pas possible? Moi, je vous le conseille pas du tout. Et vous êtes un spécialiste? Oui, je vais chaque année au Cap York et j'irai jamais au Cap York avec un véhicule plus petit qu'un 4 roues motrices. Trop tard, la décision est prise. Nous partons vers le Cap et ses 800 km de piste infernale pour remonter vers l'extrême nord face à la Papouasie et la Nouvelle-Guinée. Et sérieusement, vous pensez que je peux aller au Cap York avec ma voiture? Non, non, il faut une 4 roues motrices. Il y a des endroits où vous avez besoin d'un 4x4 pour passer. Il y a peut-être des endroits où on n'aurait pas besoin, mais ailleurs, à la moindre difficulté, vous serez planté. Salut, bonne route. Si nous demandons quelques efforts à la mécanique, d'autres plus courageux pédalent à l'écoute du souffle du vent. Je me suis servi des vents du nord qui soufflent en octobre et en novembre, et en calculant de la sorte, j'ai été poussé par un vent portant vers la côte est, et puis j'ai eu un petit vent du sud-ouest qui m'a finalement aidé à remonter toute la côte ouest. Vous avez fait combien de kilomètres? À peu près 20 500 kilomètres, et ce qu'il y a de drôle, c'est que plus vous roulez, plus vous avez confiance en vous, et plus vous vous sentez en forme, et plus vous vous sentez mieux chaque jour. Lorsque je serai arrivé en haut du Cap York, alors je pourrai dire j'ai vraiment bouclé tout le pays. Le cap se rapproche et la rivière Jardine et son bac nous déposeront bientôt sur l'autre rive, dans la communauté du détroit de Torres. Mais la traversée, longue de 100 mètres, est peut-être la plus chère du monde, $100 par personne. Heureusement, intégralement reversée à la communauté de Bamaga.
Aux abords de Bamaga, nous ne sommes plus qu'à 30 km du Cap York. Le pari est gagné. Elle est trop petite ton auto. Comment tu as fait pour traverser la rivière? Il y avait trop d'eau. C'est vraiment incroyable. J'arrive pas à croire que vous avez réussi à arriver ici avec cette petite auto. Vraiment, c'est extraordinaire. Les pneus sont bons, la carrosserie est bonne et vous n'avez aucun ennui? C'est formidable. Vous devriez être félicité d'être arrivé jusqu'ici parce que nous n'avons jamais eu de petite voiture comme celle-ci avant. Allô? Paris? Bonjour. On est dans l'extrême nord de l'Australie et on n'est pas très loin de la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus proche de la Nouvelle-Guinée, par exemple, que de Brisbane. C'est totalement tropical, ouais. Alors là, c'est ce qu'on appelle ici le rainforest. Des rivières, des crocodiles, des perroquets, des lianes, enfin... Un monde qui résonne au son du didgeridoo, les aborigènes et les dangers de la forêt. Ici, les crocodiles vivent en masse dans les mangroves. Crocodiles de rivière, mais aussi crocodiles de mer, qui remontent les estuaires et représentent le danger principal. Seuls les aborigènes peuvent affronter la jungle en contrôlant les risques. Soufflant dans de longues branches d'eucalyptus, creusées par les termites ou taillées à la main, les musiciens du bush jouent du plus mystérieux des instruments d'Australie, le didgeridoo, dont la sonorité ressemble au pays. En découvrant le Cap York, c'est le bout de notre rêve que nous atteignons. Et si les aborigènes imaginent le jour de la création, cette rencontre ultime apaise aussitôt le corps et l'esprit. Le sable nous l'écrit, nous sommes arrivés sur le toit de l'Australie. Après 25 000 kilomètres, 50 jours de traversée en solitaire et des dizaines d'heures de prise de vue, Sydney accueille Twingo. En l'habillant de nouvelles couleurs au carrefour de l'art traditionnel et de la modernité, Balarinji, styliste de mode et de mémoire, fait revivre à notre Renault venu de France le temps du rêve australien. C'est une peinture qui s'inspire des vents du désert, du pays, du lien à la famille. C'est une expression très forte de ce qu'est l'Australie, plus particulièrement des paysages et de l'histoire qui appartient à ces paysages. Celle de la tradition, celle de la mémoire aborigène. C'est important pour des gens comme moi, et je suis sûr pour tout Australien, que l'Australie soit décrite à travers les yeux du peuple d'origine. Oui, l'auto est à coup sûr, vous comprenez qu'elle appartient à l'Australie. Je crois que ce serait bien de construire l'identité de tous les Australiens en relation avec la culture d'origine traditionnelle et les paysages d'origine.
En devenant australienne, notre voiture se part d'une nouvelle mémoire, où peinte sur sa chair, la lumière et les couleurs, le verre et le sable rappellent à tous ceux qui la voient vivre le mythe d'un pays d'ailleurs, le mythe de l'Australie.